Bonjour, je suis Abdul Mamadouane, JDD développeur au sein de Payfini. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui durant ce Yeso Summit. On va parler de l'approche méthodologique de Payfilling pour créer des sites et produits digitaux qui marchent en Afrique. On va commencer cet exposé par une histoire. Je vous présente le mont Everest, qui est la plus haute montagne au monde et qui se trouve à la frontière entre le Népal et la Chine. En 1952, Edmond Hillary, qui n'est pas encore sire, a un rêve: atteindre le sommet du mont Everest. Pour cela, il va dans un premier temps rassembler une équipe d'experts, plus de 400. Monsieur Hillary ici encerclé en rouge. Ensuite, il va rassembler les fonds et les ressources nécessaires, les vivres, les matériels, les médicaments pour mener à bien cette expédition. Et enfin, il a un plan, une feuille de route. L'ascension se fera en 4 phases. Une ascension jusqu'au camp de base avancé, qui, dans les plans, se passerait tranquillement. Ensuite, une ascension vers le camp de base 2, le camp de base 3, le camp de base 4, avant d'atteindre le sommet. Cependant, il a identifié la zone de la mort qui se trouve entre le camp de base 4 et le sommet. Donc, c'est une zone de vigilance. Comme prévu, le départ se fait en mars 1953. Donc, il va vers le camp de base avancé, puis il va vers les différents camps de base que j'ai énumérés plus tôt. Il arrive au camp de base 2, comme prévu, sans souci, et il se rend vers le camp de base 3 en se disant que tout va bien. Seulement, à ce niveau-là, surprise, il rencontre la pire tempête de sa vie. Est-ce que les étapes de cette histoire que je vous ai racontées vous est familière? Je vais reprendre. Monsieur Hillary a un projet. Il veut atteindre le sommet de l'Everest. Il a donc son équipe, il a les ressources et il a son plan. Mais en plein milieu du plan, il y a un imprévu. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, oui. Ça me rappelle les projets de sites web ou les projets digitaux en général. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas de figure? Quand on a un projet de site web ou un projet digital en général, on constitue une équipe d'experts. On va contacter un cabinet, on va contacter les développeurs, on va contacter les marketeurs, on va les réunir. On va établir un budget. On va mettre en place donc les ressources. Donc, dans le cas des sites web, entre 3 500 000 et 20 millions. Ensuite, on a le calendrier. Donc, le temps de réalisation va durer entre 3 mois et 1 an, ce qui est prévu. On met en place donc une planification méticuleuse avec des tâches, avec des deadlines, avec des jalons. Et après moult rebondissements, le site web est en ligne. Le projet est terminé. Cependant, cette organisation présente des limites. La première est liée au délai dépassé et au budget revu à la hausse. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Sir Edmond Hillary, un imprévu est toujours présent au cours d'un projet. Ça, c'est inévitable. Et qui dit imprévu dit donc dépassement de délai. Et qui dit dépassement de délai dit budget revu à la hausse. La deuxième limite concerne donc les résultats et débouchés liés au site web. On observe peu de résultats marketing, communication et business en procédant de cette manière, en procédant par un développement traditionnel des sites web. J'aimerais que vous vous posiez la question. Quelle est l'importance de votre site web pour votre entreprise? Quel est l'impact du site web sur le business de votre entreprise? Un sondage que nous avons réalisé nous montre que 54% des gens qui ont répondu considèrent que leur site web est extrêmement important. Extrêmement important. Ça veut dire que si le site web n'est pas efficace ou que si le site web n'existe plus, cela aura un impact négatif sur leur entreprise, sur leur activité. J'aimerais également que vous demandiez
vu l'importance de votre site web, il est important pour vous. À quelle fréquence apportez-vous des améliorations significatives à votre site web? Et je répète, à une importance significative pour votre entreprise. Le résultat des sondages que nous avons menés montre que 42% des marketeurs intègrent des améliorations qu'une seule fois par an. Vous vous rendez compte? Un outil aussi important que le site web, il intègre des améliorations qu'une seule fois par an, alors qu'il est extrêmement important pour leur activité. De plus, nous avons constaté qu'une fois que le site web est lancé, il peut rester 2 ans sans amélioration. Quand je dis sans amélioration, 2 ans en visant les mêmes cibles, 2 ans en présentant les mêmes contenus, 2 ans en déroulant la même stratégie. Et pendant 2 ans, une fois après le lancement du site web, il n'y a rien qui bouge et nous avons des résultats à la baisse. Tout cela nous permet donc d'introduire la méthodologie de buy feeding pour des sites qui marchent en Afrique. Cette méthodologie s'appelle le Growth Driven Design. C'est le JDD dont j'ai parlé au début, qui se trouve dans le nom de mon poste. Le JDD est une méthode de développement agile et évolutive. Le site web étant le principal atout marketing, il est souvent au cœur des actions marketing. C'est aussi le premier endroit où les prospects se rendent pour trouver des informations sur les produits, et également pour trouver des informations liées à votre activité. Ce site donc doit être optimisé pour générer des prospects et pour que ces prospects deviennent des clients grâce au contenu que vous proposez. Tout cela nous pousse donc à opter pour cette méthodologie qui est centrée sur l'utilisateur. On a bien dit centrée sur l'utilisateur. Cette méthodologie est divisée en 3 grandes étapes. 1, donc la stratégie. 2, le launchpad website. Et 3, l'amélioration continue. Nous allons voir en détail chacune de ces étapes. Pourquoi définir une stratégie pour son site web? J'imagine que vous vous posez la question. Moi, je vais vous répondre en vous posant une autre question. Accepteriez-vous de participer à un tournoi de fléchettes en ayant les yeux bandés? Oui ou non? Je vous pose une seconde question. Accepteriez-vous de vous lancer dans la construction d'une maison sans avoir de plan au préalable, sans avoir de maquette? Certains diront oui, certains diront non. Pour ceux qui diront oui, pensez-vous que vous avez des chances d'avoir le résultat attendu au final? Si vous pensez que vous avez des chances d'atteindre le résultat attendu au final, à quel pourcentage l'évaluez-vous? Ces chances sont très faibles, j'imagine. C'est pareil pour le site web. Développer un site web sans stratégie, c'est faire ce que je viens de dire. C'est jouer aux fléchettes les yeux bandés. Vous allez dépenser du temps, de l'argent, de l'énergie sur des actions peu importantes. Vous allez perdre le focus. Attends. Qu'est-ce que la stratégie du site web? Comment la définir? On va entrer dans le détail de la phase de stratégie du site web. La stratégie du site web nous permet d'avoir une compréhension de nos utilisateurs en nous demandant comment construire un site web qui correspond à leurs attentes et qui s'intègre à leur vie. Donc, il est important de se mettre dans la peau du client, de porter ses lunettes, de voir le monde avec ses yeux, afin d'identifier ses challenges, ses problèmes et se demander de quelle manière le site web va l'aider. Comme j'aime bien le dire, on ne fait pas de site web pour notre client, on fait des sites web pour le client du client. C'est important. On ne fait pas des sites web pour le client qui nous a payé, on fait un site web pour le client de notre client. C'est lui la cible, c'est lui qui va visiter les sites web, c'est lui qui va consommer les contenus. Donc, avec le client, nous allons travailler donc, sur la liste des différentes cibles. On peut en avoir entre 3 et 4. On va les nommer
les identifier, leur donner un nom, leur donner un âge, identifier le domaine professionnel dans lequel ils évoluent, identifier leurs challenges, identifier leurs attentes et voir pour chacun de ces personas, pour chacune de ces cibles, comment nous allons les aider à régler leurs problèmes via le site web. Comment nous allons faire en sorte que le site leur apporte de la valeur. Nous allons centrer la construction de ce site autour de ces cibles-là. Et non pas seulement autour d'un cahier de charges que le client nous aura fourni. Par contre, encore une fois, le cahier de charges que le client nous aura fourni, il va rassembler les demandes du client, sa façon de voir le site web. Sauf qu'au final, ce n'est pas le client qui va consommer le site web, qui va le visiter, ce sont ses clients, ce sont ses cibles. D'accord? Les différentes étapes pour définir la stratégie sont les suivantes. 1. On va définir les objectifs à atteindre via le site web. Quand on parle d'objectifs, ce ne sont pas juste balancer des phrases du genre « J'aimerais que le client puisse remplir un formulaire pour demander un devis ». Un objectif doit être smart. Et il doit être énoncé de la manière suivante. J'aimerais que un client qui arrive sur le site... Non. Pause. Dans un premier temps, nous allons définir les objectifs. Pour quelles sont les raisons qui vont nous pousser à développer ce site web? Un objectif doit être smart. Un objectif doit être bien énoncé. On doit mettre des targets, des cibles à atteindre, des cibles en termes de chiffres. On doit également dire à quelle date on doit atteindre cet objectif. Par exemple, un objectif bien énoncé, je vous donne un exemple d'objectif bien énoncé. J'aimerais que 50% de mes visiteurs consomment les ressources pédagogiques de mon site web avant le 31 décembre 2022. Ou bien, j'aimerais que 75% des visiteurs remplissent le formulaire de souscription client. Nous allons donc définir ce type d'objectif avec le client, donc avec vous. Et ensuite, nous allons nous demander qui sont les cibles qui vont nous permettre, donc les cibles, les personas qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Qui sont les gens qu'on va viser et qui vont réaliser ces actions-là. On les appelle les personas. Les personas, donc, créer un persona, donc, consiste à créer une représentation fictionnelle des utilisateurs aux clients. Ces personnes donc, sont identifiées, comme je l'ai dit plus tôt. On va les nommer, donner un âge, les affecter à une catégorie socio-professionnelle, identifier donc leurs challenges, leurs attentes vis-à-vis donc de votre activité. Une fois que ces personnages sont clairement identifiés, nous allons procéder aux hypothèses de départ. En tant que tel persona, je viens sur le site web afin de réaliser une action. Par exemple, si moi je suis le persona Abdul, 25 ans, qui a besoin d'une voiture et qui va sur le site d'un concessionnaire, ce concessionnaire va identifier ce persona et créer une hypothèse semblable à celle que je vais dire. En tant que Abdul, qui a 25 ans, jeune travailleur, il aimerait venir sur le site web et faire une demande de devis pour acquérir une voiture. Le persona Abdul vient où sur le site web? Pourquoi faire une demande de devis afin de l'objectif acquérir une voiture? Donc, on va émettre ce type d'hypothèse pour chacun des personas qu'on aura listés. Une fois qu'on aura donc fini de travailler sur les hypothèses de départ, on va travailler sur le parcours. Quand je parle de parcours, j'identifie 4 grandes phases. La première, c'est la phase de prise de conscience de son problème ou de son besoin. Par exemple, Abdul, jeune travailleur, qui a besoin de se déplacer de manière efficace dans Dakar. Il est en phase d'identification de son problème. Il a besoin d'une voiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Internet et il va faire une recherche sur Google ou sur les boutons de recherche et il aura des résultats. Il va considérer ces résultats-là, il va les visiter. On
passe donc de la phase de prise de conscience de son besoin à la phase de considération des résultats qui lui sont proposés. Parmi les centaines de résultats qu'il va voir, il va en cibler 4 ou 5 qui lui paraissent pertinents. Et parmi ces 4 ou 5, ce qui va faire la différence, ce sont des arguments qui lui sont propres à ce personnel-là. Ce sera peut-être des choses liées à la rapidité de prise en charge ou à la clarté de l'information ou peut-être par exemple au prix affiché sur le site. Donc, on passe à la phase de prise de conscience, à la phase de considération. Et là, une fois qu'il a shortlisté les options considérées, il passe à la phase de prise de décision. Il décide de partir avec tel concessionnaire plutôt qu'un autre parce que ce concessionnaire l'aura touché, ce concessionnaire aura su le convaincre grâce à son site web. La quatrième grande phase, la phase de fidélisation, on va voir comment, via le site web ou comment, via les activités donc, présentées, on va retenir ce client qu'on a acquis. Dans le cas d'Abdul, 25 ans, qui cherche à acquérir une voiture et qui finalement choisit de partir avec un concessionnaire A, la fidélisation va consister, par exemple, à lui offrir un service après-vente, des vidanges gratuites, etc. Donc, je reprends la phase de parcours. Dans la phase de parcours, on a 4 grandes phases. La phase de prise de conscience, la phase de considération, la phase de prise de décision et enfin, la phase de fidélisation. Cette étape va marquer la fin de la phase stratégique du site web. On connaît les objectifs à atteindre, on sait qui on veut toucher, on sait comment le toucher et on sait qu'est-ce qui l'anime, on sait comment communiquer avec lui, à quel message il est sensible afin d'en faire un. Très bien. Ensuite, une fois que la phase stratégique est terminée, on passe au launchpad. Le launchpad consiste en fait à développer techniquement le site web. Dans la phase stratégique, on sait qui on va toucher. Dans la phase stratégique, on sait ce qu'on va développer. Le launchpad va consister à intégrer des fonctionnalités prioritaires. J'ai bien dit les fonctionnalités prioritaires, les must-have, celles qui sont indispensables pour le site web. Indispensable. Quel est l'avantage de prioriser? C'est de pouvoir lancer un site web plus rapidement. On ne va pas intégrer toutes les fonctionnalités initialement prévues. On va intégrer uniquement les must-have et lancer des sites web et ensuite implémenter les fonctionnalités qui sont un peu moins prioritaires. Par exemple, si je prends le cas du concessionnaire qui vend des voitures, on ne peut pas lancer le site web sans le formulaire ou le simulateur de devis. Par contre, on peut lancer le site web sans l'inscription à la newsletter. Donc, il est important d'identifier les éléments bloquants pour le lancement et les éléments qui peuvent attendre le lancement. Grâce à ce phasing, on gagne facilement, je vous parle en termes d'expérience, on gagne facilement 1 à 2 mois de développement, 1 à 2 mois de disponibilité sur le site web. Au lieu d'attendre que tout soit prêt, on lance avec ce qui est important et ensuite on améliore. Ensuite, la troisième étape donc, du Growth Driven Design consiste à l'amélioration continue. L'amélioration continue est une étape primordiale dans la vie d'un site web. Vous vous souvenez, plus tôt, on avait dit que seulement 42% des marketeurs apportent des améliorations significatives une fois par an à leur site web. Alors que le site est important et vital à leur organisation. S'il est si vital que cela, pourquoi on ne mettrait pas des efforts pour l'améliorer? Pourquoi on ne ferait pas des efforts pour améliorer la communication, améliorer les fonctionnalités qu'il propose à ces personnes-là? Pourquoi on ne chercherait pas à améliorer notre positionnement vis-à-vis des cibles qu'on a, voire revoir les cibles qu'on a également? La phase d'amélioration continue est composée de 4 phases également. Une phase où on va recueillir des statistiques en termes de visite, des statistiques en termes de comportement. Une phase où on va étudier ces statistiques et voir les retombées.
une phase où on va donc mettre en place une feuille de route de fonctionnalités à ajouter, une feuille de route vis-à-vis par rapport à des améliorations à intégrer au site web. Et enfin, une quatrième phase où nous allons intégrer cette feuille de route-là. On va développer les fonctionnalités à ajouter. Ça peut aller de fonctionnalités très avancées ou d'autres très simples, hein, comme juste déplacer un bloc, changer une couleur, etc. On fait tout cela pour proposer une amélioration de l'expérience des cibles sur le site web. Les avantages de la méthodologie JDD sont les suivants. Donc, constater un taux de conversion augmenté de plus de 400% grâce au design. Le design est calqué par rapport aux besoins des personas. On l'a dit plus tôt. Tout est fait pour satisfaire les cibles. Un autre avantage est l'optimisation du contenu. 79% des utilisateurs qui visitent un site dont le contenu n'est pas optimisé le quittent. Quand quelqu'un vient sur un site et que le contenu ne lui dit rien, il n'a aucun intérêt à y rester. Un troisième avantage est la réduction du nombre de refontes. On passe donc d'un schéma où on fait une refonte tous les 2 ou 3 ans, donc voilà un statistique pendant 2 ou 3 ans, puis on procède à une refonte, à un schéma où chaque trimestre, on passe par les 4 phases où on va analyser les chiffres, on va récolter d'abord les chiffres, analyser les chiffres, mettre en place une feuille de route et ensuite intégrer les fonctionnalités issues de cette feuille de route. Donc, on a des mini-refontes, des mini-ajustements qui font que le site est pertinent vis-à-vis de ces sites. Enfin, le quatrième avantage, c'est que le site reflète le dynamisme et la modernité de la structure. On sent que les choses bougent, on sent que les choses évoluent, et cela donne de la confiance aux futurs prospects, aux futurs clients. Très bien. On a parlé de la méthodologie en long et en large, mais j'ai l'impression qu'on a tous oublié Edmund. Que devient Edmund? Donc, on l'avait laissé avant le camp de base 3, il était dans la pire tempête de sable. Donc, son urgence à lui était de trouver un nouveau plan pour arriver au sommet. Parce qu'il n'était pas question de retourner. Les budgets en termes de vivres étaient déjà entamés. Il commençait à perdre des hommes. Donc, descendre n'était pas envisageable. Revenir en bas n'était pas envisageable. Il fallait juste avancer et terminer l'expédition. Je vous partage ces citations de Edmund durant cette tempête. Il s'est dit, je n'ai pas à suivre au centimètre près le plan que nous avons préparé pendant des mois. Je peux m'ajuster en tenant compte de ce qu'il y a en face de nous, des conditions météorologiques, des chutes de neige et de la visibilité. Je peux le faire pour atteindre le sommet. Ça ressemble au JDD. Nous ne sommes pas forcément obligés de suivre le plan que nous avons initialement proposé. Nous devons nous adapter à nos cibles, nous devons nous adapter aux réalités de nos cibles, nous devons nous adapter également au langage auquel nos cibles sont sensibles, afin de les toucher, afin également nous, en tant que structure, d'atteindre le sommet. Et ainsi, Edmund et son équipe atteignirent donc le sommet de l'Everest en mai 1953. Tout ça en s'adaptant. Pour finir, à la fin de son expédition, il a dit, donc je vais dire en anglais puis le traduire en français, I will come again and conquer you, because as a mountain, you cannot grow, but as a human, I can. En français, je vais revenir et te conquérir à nouveau. Parce qu'en tant que montagne, tu ne peux plus grandir, mais moi, en tant qu'humain, je peux. Les structures actuelles, vous pouvez grandir face à l'évolution, vous pouvez grandir face aux différentes conceptions que nous avons déjà. L'approche traditionnelle de développement de site web n'est pas figée. L'approche traditionnelle de développement de solutions informatiques ou de produits n'est pas forcément figée. Si vous vous dites, on suit le plan et en cas de problème, on ajuste le budget,
les retombées financières sont énormes. En tant que structure, vous avez le devoir de vous adapter. Et le Groove Driven Design vous permet d'avoir cette adaptation-là. Dans un premier temps, le Groove Driven Design vous permet donc de savoir qui toucher, pourquoi les toucher, vous permet également d'avoir des objectifs très clairs. Et ensuite, en termes de timing, le Groove Driven Design vous permet de prioriser les actions à mettre en place afin de garantir un lancement rapide, avant de se concentrer sur les éléments moins prioritaires. Je vous remercie. J'espère que cet exposé vous a été très utile et à très bientôt au Solis Summit.